Tu veux changer les disques de frein et les plaquettes de ta Clio 4, les tutos constructeurs te mentent. C'est honteux. Voilà ce qui t'attend vraiment. Dans la vraie vie, c'est rouillé, c'est grippé, il te manque toujours un outil. Ce qui devait prendre 10 minutes te ruine la journée, mais ça va te faire économiser 200 € de main d'œuvre. Bon ok, tu vas aussi perdre tous tes cheveux et 25 ans d'espérance de vie, mais ça, c'était avant ce tuto. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment éviter les conneries, À la boulette. comment gagner du temps et comment économiser un max de thunes. J'aime bien. Allez, c'est parti. On attaque. Salut poto, j'espère que tu as la patate. Moi c'est Toto et lui c'est l'abbé moteur. À nous deux, on anime la chaîne de l'immatriculé conception. Si tu es pressé, que tu as déjà les mains dans le cambouis Pas le temps de niaiser. et que tu veux passer direct à la pratique sans blabla, n'hésite pas à utiliser les chapitres dans la barre de lecture juste en bas pour aller au moment qui t'intéresse. Pour les autres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais remplacer les disques de frein avant de la Clio 4 de ma femme. Vous connaissez ma femme? Alors autant te dire que je n'ai pas le droit à l'erreur, on est sur un élément de sécurité des plus importants et si je foire le boulot, je vais entendre parler du pays pendant longtemps. Passez pas derrière. Sur les Clio 4, il y a des étriers et des plaquettes de frein différents suivant les générations, phases et années de fabrication, TRW, Lucas ou ATE. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je réponds à tout le monde tous les jours. Tu veux une médaille? En faisant cette opération par toi-même, tu économises de suite environ 150 à 200 € par rapport à si tu l'avais fait dans un garage. Yeah baby, yeah. Ok, tu vas devoir acheter des outils si tu ne les as pas déjà, ou sinon tu peux très bien les emprunter autour de toi. Tu vas aussi devoir acheter quelques pièces et consommables. Mais c'était sûr en fait. Mais au final, c'est tout bénef, tu vas apprendre à être autonome et les outils te serviront de nouveau la prochaine fois pour ton prochain véhicule et tu passeras moins de temps à faire la même opération car tu la connais déjà. Donc, avant d'aller plus loin, je vais déjà te donner la liste de tous les outils consommables et pièces qu'il te faudra dans l'idéal pour réaliser cette opération dans des conditions acceptables. Dans l'idéal, prends soin de t'équiper de ces outils et consommables avant d'attaquer. Il n'y a rien de plus chiant que de devoir interrompre un chantier en cours pour aller au magasin du coin chercher un outil en urgence, surtout si la Clio est ton seul véhicule. C'est pas faux. Un cric, au moins une chandelle, une douille de 17 mm, la douille de ton écrou anti-vol si tu en as sur tes jantes, une barre de force, un pied à coulisses, un tournevis plat et épais, une clé Allen de 7 mm, un crochet pour étrier, un cliquet moyen, douille de 18 mm, un bout torse T40, un marteau, un tournevis à frapper, une brosse métallique, une clé dynamométrique à 35 Nm, une clé dynamométrique à 105 Nm, un repousse-piston ou un serre-joint et une plaque en acier. Ça fait beaucoup là, non? Du dégrippant, de la graisse cuivrée, de la graisse spéciale frein, du liquide de frein, du nettoyant frein. Un kit de disques de frein, je te conseille le kit Bosch, voilà les références, mais tu en trouveras dans plein d'autres marques suivant ton budget. Et tu peux aussi prévoir un jeu de plaquettes de frein, voilà les références de la marque Bosch. Comme tu peux le voir, on est à moins de 25 €, c'est assez accessible. Si tu peux commander-les, tu pourras toujours décider de les changer ou non quand tu démonteras les anciennes et que tu vérifieras leur niveau d'usure. D'accord, faisons comme ça. Que ce soit parce que tes freins couinent, que ça vibre au freinage ou que la cote d'usure soit dépassée, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est nécessaire de remplacer les disques de frein. En général, on part du principe qu'il est nécessaire de changer les disques de frein tous les 2 jeux de plaquettes de frein. Donc avec un jeu de disques, on peut généralement utiliser 2 jeux de plaquettes. Sur la Clio 4, on peut estimer en moyenne que les disques de frein avant se remplacent tous les 80 à 100 000 km. Mais ça, bien entendu, ça dépend de plein de facteurs différents. Par exemple, si tu n'as pas vraiment une conduite éco, tu vas avoir tendance à user davantage les freins. Si tu fais beaucoup de ville aussi, si tu es souvent dans les bouchons, pareil, bref, tu vois le principe. L'idéal, c'est de mesurer l'épaisseur de ton disque car le constructeur indique la cote minimale à ne pas dépasser pour que ça reste sécure. Et avant de pouvoir faire ça, on va lever le véhicule et enlever la roue. Tu t'en doutes, avant de commencer, il faut couper le contact de ta Clio. Profite-en pour ouvrir le capot moteur. On va aller ouvrir le réservoir du liquide de frein. Je t'expliquerai plus tard pourquoi c'est important. Le bocal se trouve là. Dévisse le bouchon et pose-le en place comme ça, histoire de pas perdre de temps.
Étape super importante, comment lever en toute sécurité le véhicule et le mettre sur chandelle pour le sécuriser. On va commencer par desserrer les écrous des roues avant de lever la voiture. Je vais faire prendre appui le cric sur le point de levage. Si tu as besoin de plus d'informations à ce sujet, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait spécialement pour ça et qui t'explique dans les moindres détails comment lever la voiture et la mettre sur une ou plusieurs chandelles en toute sécurité. J'ai mouliné le cric fourni avec la voiture pour soulever juste assez la voiture de manière à ce qu'elle ne touche plus le sol. Je le rappelle, quitte à être relou. Le cric d'origine, c'est juste pour lever. On ne bosse jamais sous la voiture sans une vraie chandelle. Maintenant, à l'aide d'une douille de 17 mm et d'une barre de force, on va finir de desserrer les écrous des roues. Là, on peut constater que ce couillon de Toto a encore oublié de desserrer les écrous avant de soulever la roue. Du coup, il est obligé de faire appel à un peu de persuasion pour desserrer les écrous, alors que la roue tourne en même temps. Soyez plus malin que Toto et pensez bien à desserrer les écrous avant de lever la roue. On peut quand même voir que ça reste assez facile à desserrer, mais ça c'est uniquement parce que les écrous ne sont pas grippés et que Toto les serre toujours à 110 Nm, le couple de serrage préconisé par le constructeur. Pour l'écrou anti-vol, c'est un peu plus tricky. Il faut s'assurer que l'empreinte soit bien au fond de l'écrou et ne pas trop forcer pour éviter de la détériorer. Une fois les écrous desserrés, on peut finir de les dévisser à la main ou à la péteuse pour les plus équipés et pressés. Perso, j'aime faire ça avec des outils manuels, comme ça je m'assure que je ne casse rien. Et d'ailleurs, vous êtes de quelle école vous? Team péteuse électrique pour gagner du temps ou team outil manuel pour garder le feeling et préserver les filetages? Dites-moi ça dans les commentaires. On peut finalement enlever la roue et la placer sous la voiture, à côté du cric. Comme ça, si pour une raison ou une autre le cric cède, le véhicule sera retenu par la roue. C'est à ce moment-là que tu auras besoin du pied à coulisse. Tu vas pouvoir mesurer l'épaisseur du disque tel que je te le montre dans cette courte séquence. Place-le comme ça, de manière à éviter la lèvre d'usure et éviter de fausser la mesure. Si l'épaisseur que tu mesures est inférieure à la cote minimale indiquée par le fabricant, changer tes disques tu devras. Ok, merci maître Yaourt. Pour la Clio 4, un disque neuf a une épaisseur de 22 mm. Renault préconise que l'épaisseur minimale soit de 19,8 mm. Tu peux trouver ces infos pour n'importe quel véhicule en allant sur Autodoc et en cherchant un kit de disques pour celui-ci. Dans la plupart des fiches produits, tu trouveras les cotes neuves et minimales. Voilà un petit récapitulatif des infos importantes. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu en as besoin. On va commencer par enlever cette agrafe de fixation. À l'aide d'un tourne-nœud plat large, il suffit de faire levier entre la mâchoire et l'agrafe pour l'enlever. Ce que tu peux faire, c'est tourner le volant de ta Clio pour que les disques soient orientés vers l'extérieur. Ça te facilitera la tâche. Tu ne le sais peut-être pas, mais ma jeune chaîne a passé les 2000 abonnés récemment et pour fêter ça, j'organise un petit concours. Yes! Le gagnant recevra une paire de plaques d'immatriculation de son choix. Pour participer, il te suffit d'écrire en commentaire que tu souhaites jouer. Maintenant, on va enlever les capuchons de protection des têtes de colonnettes. Il y a 2 capuchons en plastique, un pour chaque colonnette. On peut les enlever simplement avec l'ongle ou l'extrémité d'un tournevis plat. Voilà le second capuchon, même principe, il pop facilement à l'ongle. Les plus observateurs remarqueront de suite que le soufflet de Cardin est blette et qu'il a besoin d'être remplacé. Wesh les potos, moi c'est Lélette. Bon, je connais déjà la fin de l'histoire, mais si je vous la raconte maintenant, l'autre grincheux, l'abbé Chamel ou je sais plus quoi, va encore me casser les bonbons. Alors promis, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vais maintenant me servir d'une clé Allen de 7 mm. Et je vais venir dévisser les colonnettes avec cette clé. Je te montre avec un petit miroir la tête de vis de la colonnette. Allez, c'est parti, je dévisse ces colonnettes et je vais ensuite te montrer à quoi ça ressemble. Tu vois, là on est en présence de vis qui n'opposent pas de résistance. Elles sont serrées au bon couple, elles ne sont pas grippées, ça vient tout seul. Mais si tu constates que ce n'est pas le cas chez toi, ne force pas trop et mets d'abord un peu de dégrippant autour de la tête de vis pour faciliter le dévissage. Voilà une colonnette, c'est ce qui permet à l'étrier de se déplacer avec un minimum d'effort. Si tu vois que cette partie est rouillée, striée, marquée, bref qu'elle n'est pas lisse, il vaudra mieux la changer.
changer. C'est un élément qui ne coûte pas cher et qu'on trouve dans les kits de réfection pour étrier de frein. Celle-là est très propre, j'aurais juste à la nettoyer un peu, passer un petit coup de toile super fine, remettre de la graisse haute température et ça sera reparti pour 100 000 km. D'où l'importance de la présence des petits capuchons de protection en plastique. S'ils sont manquants sur ton véhicule, prends le temps d'en remettre, c'est important. On passe à la seconde colonnette, la voilà, en bon état aussi, je vais y appliquer le même traitement que pour l'autre et ça ira très bien. Maintenant, il est temps de désolidariser la partie mobile de l'étrier de sa partie fixe. Pour cela, je vais encore utiliser mon fidèle tourne-nœud plat et large. Il faut un peu forcer car le piston de l'étrier comprime les plaquettes sur le disque, mais ça se fait très bien avec un petit peu d'huile de coude. Je fais levier entre deux parties en acier en faisant attention de ne pas trop forcer et de ne pas abîmer les garnitures des plaquettes, ni les soufflets en caoutchouc de l'étrier. On voit que ça commence à venir sans forcer en faisant levier méthodiquement. Aïe, la mâchoire est libérée. Je déclipse la plaquette côté piston en tirant simplement dessus. Et j'enlève aussi la plaquette côté opposé. Je me sers ensuite de mon morceau de fil de fer pour attacher la mâchoire de l'étrier au ressort de l'amortisseur. Il ne faut surtout pas laisser la mâchoire pendouillée retenue uniquement par sa durite, c'est un coup à la détériorer et provoquer des fuites et on veut surtout pas ça. Pas de fuite de liquide de frein car sinon ça ne freinera plus. Security first, on ne rigole pas avec ça mon poteau. Fais pas le con, c'est ta sécurité qui est en jeu. Toto vient tout juste de capter que le soufflet de cardan est muerto. Je vais maintenant dévisser ces deux vis qui retiennent le support d'étrier à la fusée. Il faudra une douille de 18 mm avec un cliquet assez gros pour avoir suffisamment d'allonge pour dévisser les vis qui sont serrées à un couple assez fort. Après avoir desserré la vis, je peux finir de l'enlever avec la clé à cliquer. On peut bien évidemment faire ça avec un outil électrique, c'est plus rapide mais ça coûte plus cher et ça provoque parfois la casse d'une vis ou de sa tête. Par exemple si c'est rouillé, grippé ou déjà bien usé. Et voilà, j'ai enfin tombé le support d'étrier, le disque de frein est maintenant libre, je vais pouvoir le déposer aussi. Mais maintenant, il faut enlever ces deux vis qui retiennent le disque et le plaque correctement à la portée de la fusée. Et là, ça peut très vite tourner au drame. Je déconne pas, ça arrive souvent sur ces Clio. C'est essentiel de prendre son temps sur cette partie, d'appliquer un peu de dégrippant sur les vis et de laisser agir quelques minutes pour mettre toutes les chances de son côté. Associé à ça, je te conseille de prendre ton embout Torx T40, de l'insérer bien comme il faut dans l'empreinte de la vis et de tapoter plusieurs fois sur l'embout avec un marteau. Les vibrations vont décoller les filets de la vis et te donner encore plus de chances d'éviter le drame. Si tu as un tournevis à frapper, c'est le moment idéal pour l'utiliser. Là, il faudra un embout Torx T40 bien solide. Comme tu peux le voir, dans mon cas, cette vis n'a pas été trop serrée et elle n'est pas grippée du tout. Je n'ai absolument aucun mal à la dévisser alors que le disque n'est pas retenu et tourne librement. Mais si tu n'as pas autant de chance que moi, insiste sur le dégrippant et pour retenir le disque, insère un tournevis bien épais dans un des trous de la tranche du disque pour l'empêcher de tourner pendant que tu desserres. Sinon, tu peux aussi passer une vitesse avec le levier au poste conducteur pour bloquer les roues avant. Toto aurait dû desserrer ses vis lorsqu'il y avait encore la chape montée sur la fusée. En glissant un tournevis dans la tranche du disque, ça l'empêche de tourner. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ok, j'en ai un peu plus scié avec la deuxième vis, mais malheureusement la caméra s'est arrêtée, je ne pourrai pas te montrer ce que j'ai fait. Bref, le disque est enfin libre, je peux maintenant le déposer. Si la vis est soudée par la rouille, chacun a sa technique. Tournevis dans la tranche, clé à choc ou le fameux tournevis à frapper. Et toi, c'est quoi ta méthode ultime pour sortir une vis de disque foirée sans finir en burn-out ? L'ancien à droite et le nouveau à gauche. Je compare les deux pour m'assurer que dimension, entraxe de fixation et nombre de trous correspondent. Avant d'installer le nouveau disque, je vais nettoyer cette surface pour enlever un maximum de rouille et ensuite je mettrai un peu de graisse cuivrée pour éviter que le disque ne se colle à sa portée. Si tu as une perceuse et une brosse métallique sur tige, tu peux aussi nettoyer cette surface plus rapidement. Brosse métallique à la main pour faire les bras ou brosse sur perceuse pour les feignants, tu utilises quelle méthode toi ?
Pas besoin d'en mettre des tonnes, au contraire, il faut juste une fine pellicule homogène sur toute la surface en contact avec le disque. Tu peux voir que la petite noix que j'étale sur toute la surface, ça représente une toute petite quantité de graisse au final et ça suffit amplement. Dans le kit de disques Bosch que j'ai acheté, il y a 4 vis neuves qui sont fournies pour tenir les disques au moyeu. Je nettoie un peu les surfaces du disque avant de les présenter. N'hésite pas à imbiber le chiffon propre avec du nettoyant frein pour bien enlever la paraffine de stockage qui recouvre les surfaces du disque pour éviter qu'il ne rouille. Je prépare une vis, je place le nouveau disque et je le maintiens en position grâce à la vis. Je ne serre pas encore la vis, j'insère d'abord la seconde et vis au contact pour que tout soit bien en place. Une fois que c'est le cas, je peux serrer ces deux vis à un couple de 27 Nm. Avant de remettre la chape, on s'assure de la nettoyer avec la brosse métallique, notamment les parties en contact avec les plaquettes de frein pour que ça coulisse bien. Même principe, on met d'abord une vis sans la serrer, puis la seconde vissée au contact avant de visser la première aussi au contact. On s'assure de cette manière que tout est bien en place, sans forcer sur quoi que ce soit. Donc voilà comment se positionne la chape sur la fusée, sur le porte-moyeu. Donc la chape elle est derrière. Ça c'est des trous débouchants qui sont pas filetés, donc on passe la vis à travers le trou pour fixer la vis dans le filetage de la chape, et ce de chaque côté. Je prends maintenant ma clé dynamométrique que je règle à 105 Nm pour serrer les deux vis qui fixent la chape au moyeu. Avant de remettre l'étrier en place, on va repousser à fond le piston à l'intérieur de son logement. Ça va avoir pour effet de faire remonter le niveau de liquide de frein dans le bocal. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on ouvre le bouchon du bocal. Ensuite, il faudra bien évidemment remettre les plaquettes de frein côté piston et côté opposé sans se tromper de sens. C'est d'ailleurs à ce moment-là que tu pourras vérifier l'état d'usure de tes plaquettes de frein et de voir si c'est vraiment nécessaire de les remplacer. En général, c'est la plaquette côté piston qui s'use davantage que la plaquette côté opposé. Si tu vois que la garniture de la plaquette côté piston a moins de 5 mm d'épaisseur, change-la. Un jeu de plaquettes pour un usage route normal, même de bonne qualité, ne coûte pas très cher. La plaquette côté piston est celle qui a un clips à insérer dans le piston pour la retenir dedans. On remet ensuite la plaquette côté extérieur, bien évidemment avec la garniture de frein contre le disque. Voilà à quoi ressemble l'ensemble maintenant que les plaquettes et l'étrier sont de nouveau en place. Tu peux aussi mettre un peu de graisse cuivrée aux endroits où les parties métalliques des plaquettes sont en contact avec l'étrier, mais ce n'est pas obligatoire. On passe maintenant à nos deux petites colonnettes. On va les préparer avant de les insérer. On les nettoie bien et on passe une fine couche de graisse cuivrée sur toute la surface pour s'assurer que ça coulissera bien et dans le temps. Attends un peu, ne fais pas ce que vient de dire ce couillon de Toto. Pour les colonnettes, il vaut mieux utiliser de la graisse silicone ou de la graisse spéciale frein au lithium ou au céramique. La graisse cuivrée peut avoir tendance à faire gonfler le caoutchouc à terme et bloquer l'étrier. Bon là j'ai eu la main lourde, il y en a beaucoup trop, je vais en enlever. Voilà ce que ça donne. Je peux insérer les colonnettes dans leur emplacement respectif. Encore une fois, je mets ces éléments en place sans les serrer dans un premier temps, histoire d'être sûr que tout est à sa place sans forcer nulle part. On pourra serrer à la fin au bon couple. Et finalement, on peut serrer ces deux colonnettes à un couple de 35 Nm. On remet les deux petits bouchons de protection des colonnettes. Ouais, enfin, mieux que ça quand même.
On n'oublie surtout pas de remettre cette agrafe de fixation. Alors là, j'avoue, c'est un peu chiant. J'ai pas bien compris comment le remettre facilement. J'ai pas compris. Ah, je galère à chaque fois pendant des plombes avant d'y arriver. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as sué sur cette opération ou si au contraire tu as trouvé the astuce de la mort qui tue. Et si c'est le cas, partage-nous là en commentaire, ça va nous économiser pas mal de points de vie. Merci à toi. Et maintenant, délectons-nous une dernière fois d'une séquence où Toto galère. Ça fait toujours plaisir à son homme, comme dirait l'hôte. Il ne reste plus qu'à remettre la roue en place, fixée par ses 4 goujons. Je ne te fais pas un dessin, je suis sûr que tu y arriveras facilement sans moi. Une fois la roue au sol, n'oublie pas de serrer les goujons au couple de 110 Nm. Maintenant que les roues sont remises, les écrous serrés, installe-toi au volant de la Clio, allume le moteur et appuie plusieurs fois sur la pédale de frein. Ça va avoir pour effet de replaquer les pistons contre les plaquettes et les plaquettes contre le disque. Ça, c'est super important de le faire avant de reprendre la route. Sinon, tu n'auras pas de frein les premières fois que tu vas appuyer sur la pédale et là, C'est le drame. une fois que la pédale de frein est bien dure, c'est que tout est bien en place au niveau des étriers, plaquettes et disques. Maintenant, retourne voir dans la baie moteur et vérifie le niveau du liquide de frein. Le niveau doit être entre le trait mini et le trait maxi. Rajoute du liquide de frein si nécessaire. Voilà, c'est tout bon, tu peux prendre la route et pense à ne pas faire de freinage brusque ni violent dans la mesure du possible pendant les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les disques et plaquettes. Félicitations, tu viens de changer les disques de frein de ton véhicule comme un chef. Alors au passage, il me reste quelques stickers de la baie moteur à vendre. Le sticker d'homme, c'est 5 € l'unité avec les frais de port inclus. Et l'holographique, c'est 4 € avec les frais de port inclus. Je fais des tarifs dégressifs si tu en veux plusieurs, donc n'hésite pas à me contacter sur Instagram, par email ou par pigeon voyageur si tu en veux. Tu trouveras les liens et adresses en description de la vidéo. Si tu as des questions, suggestions, des idées de tutos, poste un commentaire. Pour soutenir la chaîne activement et gratuitement, booste cette vidéo avec la fonctionnalité Hype qui est disponible sur mobile. En swipant les commentaires, ça aide énormément la chaîne à être mieux référencée par YouTube. Merci à toi d'être arrivé jusqu'ici, tu gères grave. Porte-toi bien poto, hasta luego. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Soutenez ma chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications pour être tenu au courant dès qu'il y a du nouveau. Mettez votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aide énormément à rendre visibles mes vidéos sur YouTube au plus grand nombre. Dites-moi en commentaire ci-dessous ce que vous voudriez voir sur ma chaîne. Toutes suggestions positives, remarques constructives et idées sympas sont les bienvenues. Sachez que vous avez la possibilité de faire un don à la chaîne de 2 € à 500 € grâce au Super Thanks en cliquant sur l'icône avec les 3 boutons horizontaux et ensuite en allant sur Merci, représenté par un icône avec un $. Tous les dons que vous faites servent uniquement au développement de ma chaîne, en finançant du matériel vidéo par exemple, ou encore les différents projets en cours de développement. Vous pouvez aussi désormais devenir membre officiel de la chaîne et l'aider financièrement en souscrivant au club qui se nomme le culte de l'immatriculé Conception. Vous aurez ainsi accès à des avantages exclusifs réservés aux membres. Je vous mets en haut à droite le lien vers la vidéo de présentation de tous ces avantages.